L'échiquier international, soyez les bienvenus. 6 mois que les bombardements sur la population civile de Gaza ont débuté. Les civils palestiniens payent un lourd tribut. En tout, le bilan des morts s'élève à plus de 33 000, dont 13 000 enfants, selon l'UNICEF. L'armée sioniste ne fait pas dans le détail en détruisant, par exemple, les hôpitaux, à l'instar de l'hôpital El-Shifa, devenu un cimetière, selon les mots mêmes des responsables de l'ONU. Des universités également bombardées, des écoles, 6 000 étudiants tués, 280 enseignants, d'après le médecin norvégien Mats Gilbert qui était sur place. Le tableau du drame de Gaza est bien entendu incomplet, il y aurait tellement de choses à dire, mais d'un côté, l'assaut du 7 octobre de la résistance palestinienne a permis de remettre la question palestinienne à l'ordre du jour mondial. Question que les lobbies sionistes à coups de milliards et autres gouvernements occidentaux affidés ont finalement échoué à enterrer. Oui, le prix est lourd, très lourd, trop lourd, mais la victoire stratégique est bien là pour la Palestine. Des États désormais qui plaident pour un État palestinien à l'ONU, comme la Chine, des marches pour les droits des Palestiniens qui traversent les capitales du monde. Hier, c'était Oslo, Helsinki, sans parler des autres grandes villes. C'est pour cela que le mot martyr sied parfaitement aux 33 000 victimes des bombardements sionistes. L'entité sioniste a une force de feu incroyable, nourrie par l'allié américain, mais impuissante, on le voit, à détruire le système palestinien. Beaucoup de choses à dire après ces 6 mois de bombardement. Justement, on entame les discussions juste après ce jingle. On le disait, 6 mois de bombardements, des bombardements aveugles. On a utilisé la pression du massacre des civils et de l'arme, de la famine pour faire ployer la résistance palestinienne. Objectivement parlant, c'est un échec du côté de l'entité sioniste. La résistance palestinienne a éliminé hier 16 soldats lors de combats à Khan Younes. Ce matin, on a appris également que les troupes sionistes ont quitté le nord de Gaza. Pour faire le bilan justement de ces 6 mois de bombardement, nous en parlerons avec d'abord Aïssa Al-Midani, une habituée de nos plateaux. Bonsoir. Bonsoir et merci de l'invitation. Et puis, effectivement, vive la Palestine, elle va vivre malgré tous ces génocides. Alors, chercheuse, analyste, politique et surtout militante, elle nous donnera son sentiment sur le combat politique palestinien après ces 6 mois de bombardements acharnés. Et puis, j'ai le plaisir également d'accueillir Youssef Bousmah, spécialiste de l'histoire de la Palestine et surtout militant. Salutations Youssef. Salut à vous tous. Alors, on va commencer avec honneur aux dames, Aïssa Al-Midani. Aïssa Al-Midani, 6 mois de bombardement d'une fureur exceptionnelle qui a choqué même les alliés des sionistes. Mais selon vous, quel est le fait marquant après ces 184 jours, je crois, de bombardement ? D'abord, je voudrais saluer la résistance palestinienne qui continue à asséner des coups douloureux à cette occupation israélienne et à l'occupant israélien. Je voudrais aussi vous saluer tous et puis vous souhaiter aussi à tous les auditeurs peut-être une bonne fin de Ramadan et aussi pour la fête d'Al-Fitr qui arrive demain ou après-demain. Ça, c'est un premier point. Deuxièmement, effectivement, les Palestiniens résistent depuis maintenant 6 mois complets. On rentre dans le 7e mois. D'ailleurs, de tous les Palestiniens, principalement aussi la bande de Gaza, les habitants de Gaza qui résistent à une offensive d'une violence sans précédent.
et d'une criminalité sans précédent, un véritable génocide qui s'abat sur le peuple palestinien dans la bande de Gaza. Comme vous disiez dans votre introduction, rien n'a été épargné, les lieux de culte, les universités, les écoles, les centres de l'ONU, les hôpitaux, tout en fait, même les centres d'hébergement des déplacés, en plus des déplacements et les destructions des maisons, des déplacements du nord au sud et du sud au nord, etc., et des interdictions et ils les empêchent de passer d'un endroit à l'autre alors qu'ils disent à un endroit c'est un lieu saint, ils sont sains et saufs ils viennent les bombarder. Mais bon, malgré tout cela, les victoires du peuple palestinien sont là. D'abord, on peut dire que les Israéliens ont essuyé échec après échec. D'abord, ils ont échoué à exiler les Palestiniens de Gaza. Rappelons quand même que leur plan était de sortir les Palestiniens de la bande de Gaza vers le Sinaï. Là, ce plan a échoué. Ils ont échoué à arrêter la résistance du peuple palestinien. Les Israéliens ont échoué aussi en faisant toutes les pressions, en tuant leurs familles, en tuant en assassinant tous les civils, en les accusant, en augmentant le nombre de prisonniers. Ils ont emprisonné, torturé, tué. Rien n'a été épargné dans les mécanismes fascistes d'oppression et de répression. Donc ils ont aussi échoué. Ils ont échoué aussi à libérer les otages en fait qui sont chez les Palestiniens et en fait ils ont aussi échoué, perdu même la confiance de leur peuple, puisque ceux qui ont été tués parmi les otages, c'est l'armée israélienne qui les a tués avec ces bombardements et même au début. Alors, ils ont vraiment perdu sur tous les plans. Ajoutez quand même sur le plan stratégique international la crédibilité. Il y avait dans le monde beaucoup de pays qui défendaient Israël, qui pensent que c'est les malheureux Israéliens, les rescapés de l'Holocauste, etc. Ce narratif est bien tombé. Et on a bien vu que les gens découvrent dans le monde entier que c'était une manière qu'utilise toujours le sionisme pour occulter la réalité terroriste de leur existence et de leur manière de faire et de l'occupation d'Israël, de la Palestine en fait. C'est aussi ils ont montré qu'ils sont capables des pires génocides. Ils ont montré que ils sont d'une violence et d'une barbarie sans précédent par rapport à la population palestinienne. Ils ont exprimé aussi leur point de vue. Ils ont exprimé leur racisme quand ils parlent de traiter les Palestiniens comme des animaux humains. Tout ça s'est dévoilé au grand public. Parfait. Et de ce fait, la majorité des peuples du monde maintenant soutient la Palestine, alors qu'ils voulaient enterrer la question, les Israéliens et ceux qui les soutiennent, les Américains et les pays de l'OTAN, ils voulaient enterrer la question palestinienne et à jamais. Puisque avec les accords ibrahimiques, etc., et les pressions américaines. Alors on va en parler. Ce sont des victoires pour le peuple palestinien. Vous faites un très bon résumé, Issam Midani. Même question, Youssef Bousmah. Quelle est, selon vous, la chose à retenir après le 7 octobre et surtout durant ces 6 mois de bombardement qui ont une odeur de génocide, il faut le dire?
Alors, plusieurs points. Bon, je ne répéterai pas les points qui ont été dits par ma chère collègue, mais ce qu'il faut quand même souligner, c'est que d'une manière ou d'une autre, alors ce n'est pas encore terminé. Il faut encore comprendre que ce n'est pas encore terminé. Il y a toutes les négociations qui sont en cours actuellement, sur lesquelles on n'a pas une grande visibilité, mais qui sont des négociations absolument acharnées. Au Caire. Oui, bien sûr, et en secret. Donc, du coup, on a quelques échos. Alors, en tout cas, ce qui est certain, c'est que je ne rajouterai rien à ce qui a été dit, avec lesquels je suis absolument d'accord. Les organisations palestiniennes, parce que rappelons-le, elles sont plusieurs. Il y a Hamas, bien sûr, et il y en a d'autres. Elles ont écrit une page d'histoire absolument extraordinaire, une page héroïque de résistance qui restera longtemps gravée dans les annales. Alors aussi bien les annales des luttes de résistance anti-impérialistes, mais même également les annales militaires. Parce que même en termes militaires simples, une petite organisation de quelques milliers, enfin de milliers, parce que même si on dit à chaque fois qu'il y avait 30 000 combattants, il n'y avait pas 30 000 combattants effectifs en permanence, qui a tenu en échec non seulement une des premières armées du monde, mais également tout l'Occident, parce que c'est ça qu'il faut comprendre. Tout l'Occident était derrière l'armée israélienne, avec ses conseillers, avec ses armes, avec ses satellites, qui en temps réel donnaient absolument toutes les données. Donc, il faut bien avoir en tête que c'est tout l'Occident qui est défait. Alors, je le dis, l'affaire n'est pas encore terminée. Il y a encore une brigade qui est encore présente et qui coupe Gaza entre le nord et le sud actuellement. Ça va faire l'objet des négociations. Israël garde ça comme pièce de chantage, évidemment, pour empêcher le retour des réfugiés vers le nord. On l'a vu, les destructions sont énormes. Mais je crois que déjà au plan militaire et des luttes anti-impérialistes, c'est une page extraordinaire qui est inscrite. Maintenant, au plan des pays occidentaux, cette résistance formidable a fracturé les pays occidentaux, on peut le dire avec même une coupure générationnelle. On a toutes les jeunesses du monde occidental qui, je peux le dire, d'une façon générale, soutiennent vraiment la Palestine. Pas uniquement les jeunesses, mais on a vu particulièrement les jeunesses qui être à l'avant-garde de toutes les manifestations. Et cela, il faut bien le comprendre, ne va pas concerner que la Palestine. Vous savez, je répète toujours cette phrase, mais la preuve par la Palestine, c'est que dans tous les pays, et moi je parle principalement pour la France où je vis, mais cela a créé une fracture politique très importante. C'est-à-dire que aujourd'hui, beaucoup se rendent compte que l'avenir de justice auquel beaucoup de jeunes aspirent, évidemment, naturellement, la jeunesse aspire toujours à la justice, eh bien, cet avenir de justice ne pourra pas s'écrire avec des gens qui ont méprisé le peuple palestinien, qui ont soutenu son génocide. Ça veut dire que le monde de demain, je pense à la France par exemple, sera entre autres organisé par des gens dont on aura éprouvé la justesse de jugement et le sens de l'humanité concernant cette résistance palestinienne. Donc c'est très important de comprendre cela, c'est que la Palestine mondiale dépasse la Palestine locale en quelque sorte. Il y a une sorte de Palestine, d'esprit palestinien qui s'empare des jeunesses du monde. Et ça, c'est quelque chose qui va demeurer. Autre élément, c'est que cette résistance palestinienne met l'Occident en échec, pas uniquement au niveau moyen-oriental, mais également au niveau de ce qui se passe avec la Russie, l'autre guerre. Ça veut dire que si Biden est amené aujourd'hui à faire tant de concessions, c'est aussi parce que il redoute une offensive de printemps en Russie et que cette résistance palestinienne a complètement écorné le camp occidental de ce point de vue. Alors, ce que je veux dire, c'est que la Palestine aujourd'hui, vraiment, elle apparaît comme le drapeau de tous les peuples résistants, mais de toutes les opinions qui sont attachées à un avenir de justice, à un avenir d'égalité. Ça dépasse largement ce qui se passe là-bas. Donc, je crois que le bilan, pour l'instant, alors encore une fois, tout n'est pas terminé, mais je crois que Israël ne pourra pas aujourd'hui lancer une offensive sur Rafah comme il le souhaitait. L'entité sioniste ne pourra pas lancer une offensive sur Rafah, j'en doute. Les États-Unis, Biden est pris aux entournures et il est coincé avec ses opinions et puis aussi au plan financier. Donc voilà, pour l'instant le bilan est largement positif, malheureusement en dépit de toutes ces terribles destructions, largement positif en faveur de la résistance.
Alors en effet, Youssef Bousmah, qui a raison de le dire, hein, le Hamas fait partie de la grande famille de la résistance palestinienne, qui est il y a beaucoup de courants, la résistance est large, il n'y a pas que le Hamas, mais en tout cas cette résistance a réussi à mettre en échec, comme vous le disiez, tout l'Occident, c'est vrai, puisque le Hamas se bat ou la résistance palestinienne se bat depuis des années contre les décisions de l'ONU, contre les lobbies aussi, contre la pression internationale. La Palestine n'avait pas grand-chose, mis à part peut-être la résistance armée et le positionnement politique, Aïssa Midani. Oui, tout à fait. Alors, effectivement, un autre plan sur le plan politique international, et je suis entièrement d'accord avec ce que aussi M. Bousmah a dit, et sur un autre plan, l'affaire palestinienne est devenue une affaire mondiale, c'est devenu effectivement le porte-drapeau de toutes les guerres de libération, je dirais, dans le monde, et ça c'est une symbolique très importante, ça d'un côté. De l'autre côté, on peut dire quand même qu'une grande partie des organisations palestiniennes se sont unifiées dans cette lutte aussi aux côtés de Hamas. Bien sûr, je ne parle pas de l'autorité palestinienne, mais en fait, toutes les autres organisations se radicalisent, et puis même Fatah, en fait, devient aussi, il y a aussi une coupure, je dirais, entre la base et la direction. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Donc, il y a un processus qui est lancé et une véritable réflexion de fond. Ça, d'une part. D'autre part, aussi, le processus au niveau mondial. La Palestine est déjà, d'ores et déjà, l'élément fondamental dans la formation du nouveau monde après la défaite, je dirais, justement, des États-Unis en Ukraine, qui est bien amorcée aussi, même si elle n'est pas terminée. C'est en fait l'échec de toutes les forces de domination. Il faut voir quand même que dans ce nouveau monde, il y a un regroupement des pays du monde pour leur souveraineté nationale, contre l'hégémonisme, contre le pillage, contre l'oppression. Et tout le monde sait maintenant, c'est le dernier pays colonisé, et qu'il est important que cette colonisation se termine. Je voudrais saluer les efforts de l'Algérie aussi et de l'Afrique du Sud, qui ont porté aussi devant les tribunaux internationaux, en fait devant le tribunal international de justice, déjà l'affaire du génocide, et montre au monde entier que ceux qui prétendent avoir subi un génocide, ils sont en train de le faire subir à d'autres. Et donc là, je dirais, cette carapace de l'Holocauste a été aussi un peu soulevée, puisque les enfants de l'Holocauste maintenant se démarquent complètement du sionisme, se démarquent complètement d'Israël. Beaucoup de mouvements juifs commencent à affirmer que c'est pas en leur nom qu'on peut commettre de tels génocides, et affirment qu'ils se joignent au mouvement de soutien à la résistance palestinienne. Ça, c'est quand même quelque chose de très important. Encore un point aussi, je dirais, qui est très important. Des pays comme la Chine, la Russie, l'Iran, les pays du BRICS, en fait, tous les BRICS qui aujourd'hui représentent quand même un bon pourcentage, 80% pratiquement de l'économie mondiale, soutiennent le peuple palestinien aussi. C'est quelque chose qui ouvre la voie à un avenir différent pour le monde, où le colonialisme et le pillage systématique, l'oppression des peuples et l'oppression des peuples par d'autres peuples, en fait, où la colonisation se voit sa fin. Donc c'est quelque chose de très grandiose et très important
qui a été ouvert par le peuple palestinien. Je voudrais saluer aussi la créativité du peuple palestinien dans sa manière de trouver des astuces, parce que ces victoires sont emportées avec des moyens qui sont très dérisoire. Très dérisoires et élémentaires, je dirais, face à une machine de guerre qui ne sait que tuer et une machine de guerre qui est soutenue par tous les pays occidentaux et qui continue. Je voudrais quand même rappeler qu'il y a un pont aérien américain qui continue à alimenter Israël en armes, en bombes, en munitions, etc. et aussi en outils d'espionnage aussi on a parlé de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les bombardements, etc. Donc en fait aussi ils testent des armes nouveaux et tout ça au fil de toutes les règles internationales, des règles de la guerre, des règles d'un minimum d'éthique en fait. Hein. Et ça, effectivement, ça montre la vraie nature de ce colonialisme et de cette occupation qui est complètement, je dirais, il n'y a pas de mots pour la décrire. En fait, c'est barbare, c'est sauvage, c'est tout ce qu'on veut, et en fait, qui ne respecte rien. Alors, donc, en fait, c'est vrai que c'est un discrédit total, même parmi les États, qui aujourd'hui ne peuvent pas, étant donné la pression américaine, ne peuvent pas nécessairement exprimer pas seulement leur désaccord, mais leur condamnation à cet État terroriste israélien. Mais en fait, ils voient la vérité et les peuples le voient. Donc, ils ne peuvent pas tenir très longtemps et occulter très longtemps cette dimension. Malgré les répressions, quand même, je voudrais rappeler quand même qu'en France et comme dans des États occidentaux, il y a des gouvernements qui sont pro-israéliens, ils se sont dépêchés de voter des lois pas seulement restrictives, répressives. Lever le drapeau israélien était devenu une sorte d'éloge au terrorisme, et puis soutenir Hamas, c'était aussi soutenir le terrorisme, etc. Donc, c'est quelque chose. Allô, oui. Vous m'entendez? Oui, là je vous entends. Vous m'entendiez pas? Il y avait l'image qui avait disparu, mais je reviens vers vous, Aïssa Midani. Rapidement, on a eu des petits soucis techniques. Youssef Bousmar, je voudrais prolonger un peu votre remarque de tout à l'heure. Au fond, vous disiez que c'était un peu la Palestine, le David contre le Goliath. Le David, c'était bien entendu cette fois les Palestiniens. Le Goliath, c'était un peu le monde occidental. Mais finalement, quand on prolonge un peu votre remarque, est-ce que les Palestiniens, dans un mouvement presque christique, ne sont pas en train de libérer finalement le monde de l'emprise du sionisme? On l'a vu par exemple à travers les universités américaines, les grandes universités, les fameuses Ivy League, où certains présidents des universités ont décidé de laisser faire les mouvements pro-palestiniens. On a vu que certaines d'entre elles ont été éjectées de leur poste. On le voit aussi à travers les médias occidentaux. Parler de la Palestine, ça devient compliqué, même quand il y a 13 000 enfants qui sont fauchés par les bombes israéliennes, et même ailleurs. On se rend compte quand même qu'il y a une nasse sioniste sur pas mal de représentations à la fois publiques, médiatiques, universitaires, intellectuelles. Et c'est peut-être ce que vous disiez tout à l'heure, il y a un hiatus générationnel qui vient aussi de là, et que peut-être les Palestiniens sont en train de délivrer finalement l'esprit mondial de ça, non? Oui, vous savez, il y a cette formule que les Palestiniens emploient souvent en disant ce n'est pas la Palestine qui doit être libérée, c'est le monde qui doit être libéré, et la résistance palestinienne y contribue. Et c'est exactement cela, c'est-à-dire que aujourd'hui, Israël, il faut comprendre Israël comme étant le fer de lance de l'impérialisme. Et donc un échec d'Israël, eh bien c'est un échec de tout l'impérialisme. Alors cette chape de plomb qui existe, elle existe parce qu'effectivement, l'impérialisme s'est toujours servi d'Israël comme moyen de domination au Moyen-Orient, et aussi comme allié privilégié partout dans le monde pour contrer les mouvements anti-impérialistes. Et ce qui se passe là, cette résistance de Gaza, elle met à mal complètement cet axe impérialo-sioniste.
Et ça, c'est très important de le comprendre. Alors non seulement comment la résistance palestinienne libère comment le monde, libère les peuples, mais elle libère également les Juifs qui sont prisonniers du sionisme. Il faut comprendre aussi que cette chape de plomb, elle s'applique aussi, on le voit aux États-Unis, on le voit aussi en France. Comment elle s'applique aussi contre les populations juives. En France, par exemple, on a le CRIF qui essaye d'imposer sa voix sur toute la population juive, mais de plus en plus de jeunes juifs s'y opposent, et notamment on a un mouvement qui s'appelle le Tzedek en France, qui s'est constitué là, qui est un mouvement qui rassemble déjà plusieurs centaines de jeunes et qui s'oppose complètement au diktat du CRIF, hein, de cette organisation sioniste absolument incroyable, qui est totalement alignée sur l'État d'Israël. Donc c'est vrai qu'effectivement, les Palestiniens, d'une certaine façon, nous libèrent. Une autre personne disait également sur les réseaux, disait que ce n'est pas Gaza qui est assiégé, hein, mais c'est le monde qui est assiégé et Gaza libère le monde. C'est exactement cela. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, eh bien, ça permet, cette résistance de Gaza contribue aussi à la démocratie. À la démocratie, puisque aujourd'hui, eh bien, on le voit bien aux États-Unis, on a essayé de faire taire tous ces mouvements pro-palestiniens, et plus la résistance palestinienne dure, et plus cela, eh bien, détruit tous les arguments et détruit l'offensive sioniste. C'est ce qu'il faut comprendre. Hein. C'est vraiment une course, une course de longue durée. C'est une course de marathon. Hein. Plus la résistance palestinienne dure, et plus effectivement, eh bien, tout l'édifice idéologique, hein, ce qu'on appelle l'édifice idéologique, qu'on nous sert dans les télévisions, qu'on nous sert partout, eh bien, plus cet édifice ne tient pas, est mise à mal et s'effondre. Donc voilà pourquoi cette résistance, elle est indispensable. Et on dit souvent, c'est pas encore une fois, hein, c'est la Palestine qui nous aide à vivre. C'est la Palestine qui nous aide à vivre. Et franchement, ce n'est pas nous qui aidons les Palestiniens à vivre. Hein. Nous avons besoin de leur résistance absolument. Hein. Alors aujourd'hui en France, un autre aspect qui est très important, c'est que par exemple, on a de plus en plus, pas uniquement en France d'ailleurs, hein, dans de nombreux pays, eh bien, des mouvements qui contestent les ventes d'armes à Israël. Et ce mouvement prend de l'ampleur. Hein. On l'a vu en Italie, au Canada, au Royaume-Uni, et également en France, où des députés aujourd'hui sont en train de demander l'arrêt des livraisons d'armes, des ventes d'armes à la France. Bon, bah, à la faveur de cela, ce qui est fait pour la Palestine servira également pour d'autres peuples, parce que ça permettra également de contester les ventes d'armes, et la France, je rappelle, est passée en tête des ventes d'armes. Hein, eh bien, ça permettra d'empêcher la France dorénavant de vendre des armes sur d'autres théâtres de confrontation où d'autres peuples souffrent, hein, notamment, je pense, à l'Afrique, évidemment. Hein. Donc, on voit que cette résistance palestinienne et ce soutien, ben, il bénéficie aussi à d'autres peuples. C'est très, très important, hein, de comprendre ce lien qu'il y a absolument entre la lutte contre le sionisme, contre l'impérialisme, hein, et les situations intérieures des pays. Ça a un lien direct. C'est une résonance directe, justement, cette résistance palestinienne qui a réussi aussi sur le front diplomatique à remettre la question de l'État palestinien qui a été ressuscité au sein des réunions onusiennes avec beaucoup de pays, dont l'Algérie, qui plaide ardemment pour un État palestinien. Donc c'est le prochain sujet. Il est signé Mohamed Walid Ben Chaban. On revient juste après. Alors que le génocide à Gaza entre dans son 7e mois, l'Algérie continue de toutes ses forces son soutien à la cause palestinienne. À travers une politique étrangère ferme, Alger est déterminé à défendre les droits fondamentaux du peuple palestinien, même dans les plus hautes instances internationales. Et conformément aux directives du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, l'Algérie s'engage à retourner au Conseil de sécurité de l'ONU pour poursuivre ses efforts. Le président Tebboune l'a confirmé à maintes reprises que l'État de Palestine doit accéder à la place qui lui revient en tant que membre à part entière et souverain de l'ONU. المعركة اللي أنا قائمة بها الجزائر وأنا باسم الجزائر باسم الجزائريات والجزائريين لما أخذت الكلمة في الجمعية العامة للأمم المتحدة قلت آن الأوان أن فلسطين تصبح عضو كامل الحقوق وكامل العضوية في الأمم المتحدة ولو محتلة. Vous croyez à l'aboutissement de ce combat? J'en suis sûr.
que le combat aboutira. وفلسطين تكون عضو دائم في الأمم المتحدة وما نتركش ميدان المعركة حتى نوصل للنتيجة هذه إن شاء الله. حب نحب وكره من كره. احنا هذا مبدأنا بغض النظر على واش يقول فلان ولا فلان. فلسطين تدخل كعضو كامل في الأمم المتحدة. احنا دخلناها كعضو ملاحظ، جاء الوقت اليوم باش ندخلوها كعضو كامل. Consciente de l'ampleur des crimes perpétrés par l'entité sioniste à l'encontre des civils palestiniens, l'Algérie a appelé le Conseil de sécurité de l'ONU à une action immédiate pour mettre fin à cette tragédie. Je tiens à remercier tous les membres du Conseil de sécurité pour leur attitude conciliante et constructive qui nous a permis aujourd'hui d'adopter ce projet de résolution qui n'avait que trop tardé. Une résolution qui appelle à un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza. Et ce, afin de mettre un terme aux massacres qui, hélas, sont toujours perpétrés, et ce depuis 5 mois. Au cours de ces 5 derniers mois, le peuple palestinien a gravement pâti de cette effusion de sang qui se poursuit depuis bien trop longtemps déjà. Ce leadership diplomatique de l'Algérie contraste avec l'attitude de certains pays arabes qui ont choisi de tourner le dos à la cause palestinienne, trahissant ainsi les aspirations légitimes du peuple palestinien et l'unité arabe, en cédant aux pressions politiques et économiques. L'Algérie a maintenu le cap de sa solidarité sans faille envers la Palestine, faisant preuve d'une intégrité morale et politique exemplaire. Cette position courageuse de l'Algérie témoigne de son engagement historique envers les causes justes et des principes de la lutte anticoloniale. L'Algérie est leader d'un groupe de diplomates pour remettre la question palestinienne au sein de l'ONU, mais on le voit aussi que, au-delà, le vote au sein de l'ONU, le 25 mars dernier, au sein du Conseil de sécurité, qui a adopté une résolution de cessez-le-feu pour la période de Ramadan, qui n'a pas été respecté donc par l'entité sioniste. À noter également une abstention des Américains. Sur le terrain, on voit que la résolution n'a pas été traduite puisque les bombardements ne sont pas estompés. Est-ce que Gaza, finalement, Aïssa Midani, la question vous est destinée, est-ce que Gaza aussi n'a pas montré les limites de l'ONU, mais d'un autre côté, est-ce que ce soutien occidental à l'endroit de l'entité sioniste ne devient pas trop cher pour la politique intérieure, l'équilibre intérieur de ces mêmes pays occidentaux? Effectivement, en fait, Gaza a aussi montré la fragilité de cette structure qu'on appelle l'ONU, et pas seulement sa fragilité et son incapacité à imposer des solutions, puisque de toute façon, à partir du moment où il y a un État comme les États-Unis qui est fort et qui finance aussi cette organisation, impose un peu son diktat à l'organisation même, et puis impose aussi la défense d'un pays qui est un pays voyou complètement, qui n'applique aucune règle ni de la charte ni les décisions de l'ONU. Je voudrais rappeler quand même que depuis que l'ONU existe, il y a eu plus d'une centaine de décisions qui ont été votées et qui ont été faites contre Israël, et Israël n'a jamais appliqué la moindre décision de ces décisions de l'ONU. Donc là, c'est un point qui montre quand même ce règlement international qui est 2 poids 2 mesures. En fait, règlement, je mets beaucoup de guillemets autour du mot, où en fait on voit qu'il ne s'applique qu'à des pays faibles, pauvres, etc. Mais il ne s'applique pas du tout aux pays qui sont soutenus par l'Occident,
qui est fort et contre vents et marées. Donc ça, c'est un point. Et puis, en fait, cette lutte palestinienne a mis cela en évidence et a montré aussi que ça, c'est aussi un domaine dans lequel il y a beaucoup à faire pour qu'il y ait effectivement une véritable démocratie dans le monde et que tous les pays doivent avoir quand même le même poids et qu'il n'est pas question et que c'est intolérable d'avoir ces décisions de poids de mesure, ces évaluations de poids de mesure. Je voudrais quand même rappeler que les 7 travailleurs de la cuisine internationale qui ont été aussi massacrés par les Israéliens, qui est l'ONG, oui, qui ont été massacrés par les Israéliens, ça a soulevé en fait vraiment beaucoup d'horreur et puis de colère dans le monde, alors que vraiment des bombardements quotidiens et puis tout le massacre des 32 000 Palestiniens et 70 000 plus de 72 000 blessés, tout ça, ça n'a pas tellement ému ces pays en fait. Donc c'est quand même quelque chose d'assez flagrant dont on ne peut plus tellement nier l'existence et qu'il est important aussi de transformer. Et il est donc pour avoir effectivement, si on veut avoir un monde qui est en paix entre, il faudra que tout ça soit réformé. Et je crois qu'il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses qui sont déjà en chantier, beaucoup de processus qui ont été lancés pour l'amélioration de ces situations. Merci, je voudrais quand même ajouter un dernier point. Affamer le peuple palestinien, les Israéliens continuent à l'affamer, ils continuent à bloquer l'entrée des vivres, ils continuent à tirer sur tout ce qui bouge, ils continuent à massacrer et à affamer. Un génocide en vraie et due forme sous les caméras et sur les écrans, et malheureusement qui est dénoncé par tous les pays du monde, et on ne peut rien y faire. Ça, c'est un scandale, c'est un grand scandale et un grand échec de ces instances, de ces institutions, malgré la lutte de tous les pays que je salue, la lutte du peuple de l'Algérie, de l'Afrique du Sud, des pays du BRICS. Il y a pas mal de pays qui ont aussi expédié et coupé les relations avec Israël, qui ont expédié leur représentation diplomatique, leurs représentants, oui, les ambassadeurs israéliens. Mais malheureusement, on voit que la Jordanie, elle continue à avoir l'ambassade israélienne, l'Égypte aussi, et en Jordanie, le peuple bout quand même. Il y a eu d'énormes manifestations ces derniers jours, des confrontations avec l'armée, etc. Mais l'État jordanien continue à soutenir effectivement, à soutenir Israël en fait, puisque il faut savoir quand même que l'unité des résistances entre le Yémen, l'Irak, le Liban ont fait une vie très difficile aux Israéliens et ils ont bloqué les arrivées, les transferts de marchandises, etc. par la mer Rouge. La mer Rouge est interdite aux Israéliens et par contre, alors les Émirats Arabes Unis et la Jordanie et puis l'Égypte ont mis en place des voies terrestres qui permettent aussi l'envoi des denrées alimentaires à Israël. Alors, Youssef Bousma, donc là, c'est horrible. Oui, c'est absolument intenable. Youssef Bousma, 6 mois après des bombardements violents contre l'enclave palestinienne, plus aucun signe de vie dans l'enclave, tout est synonyme de cible militaire pour l'armée coloniale. Justement, est-ce qu'on peut dire que la pression monte en coulisses à l'endroit de l'entité sioniste, puisqu'actuellement il y a des discussions au Caire avec le Qatar, l'Égypte et une délégation du Hamas d'ailleurs, et surtout le directeur de la CIA, William Burns, pour stopper
peut-être le massacre, c'est un peu flou, on ne sait pas de quoi il est question, quel est le menu des pourparlers. Le Hamas, en tout cas, avant son arrivée, par un communiqué, a prévenu qu'il n'y aura pas d'accord sans mettre fin à la guerre. Est-ce que vous avez bon espoir concernant ces discussions qui se déroulent actuellement au Caire? Alors évidemment, c'est un bras de fer qui est extrêmement difficile, hein. C'est un bras de fer, et encore une fois, c'est un bras de fer qui va durer, hein. Nous ne sommes pas encore à la conclusion de cet accord, hein. C'est une lutte de longue durée, et la lutte diplomatique, c'est une lutte aussi intense. Enfin, la lutte des négociations, c'est une lutte absolument intense. Elle va durer, et elle va aussi tenir compte de l'évolution sur le rapport de force, sur le terrain. Et ce rapport de force sur le terrain, ce n'est pas uniquement ce qui se passe à Gaza, mais comme ma collègue l'a dit il y a une minute, il y a ce qu'on appelle l'axe de la résistance, hein. Et actuellement, les coups qui sont infligés par la résistance libanaise, irakienne, yéménite, et soutenue par d'autres pays, hein, quand même, la Syrie, l'Iran, eh bien cette résistance, elle est extrêmement importante et elle va jouer un rôle. Elle va jouer un rôle dans ces négociations. Actuellement, on voit bien qu'il y a un cran qui a été dépassé, il y a un nouveau cran qui a été dépassé avec le Liban, et tout le monde a les yeux aussi rivés vers le Liban actuellement, où il pourrait y avoir aussi une offensive. Actuellement, l'armée israélienne distribue des recommandations à tous les habitants du Nord, entre autres en leur demandant de stocker de l'eau, de la nourriture, de se doter d'un poste, etc., et puis d'une source de lumière. Ce sont les mesures que l'on prend en cas d'invasion, hein, en cas de guerre imminente. Actuellement, les bombardements sont quotidiens, et les exploits de la résistance libanaise, qui hier, par exemple, avant-hier a détruit un Hermès, un drone Hermès. C'est un des drones les plus coûteux au monde, 6 millions de dollars, extrêmement sophistiqué. C'est le deuxième qui est abattu. Un troisième avait été endommagé sans être abattu. Ça, ce sont des coups extrêmement durs que subit Israël. Les attaques régulières de toutes les bases, notamment des bases de renseignement qui sont au nord et qui dirigent justement les bombardements actuellement par la résistance libanaise. Je crois qu'on a un petit souci technique avec Youssef Bousmah. On tentera de le rejoindre dans un petit moment. Alors, Aïssa El-Midani, on a repris contact avec Youssef Bousmah. Heureux de l'apprendre. Youssef Bousmah, voulez-vous, s'il vous plaît, poursuivre ce que vous disiez? Oui, juste terminer en disant que ce que fait aussi la résistance yéménite, 17% du commerce mondial bloqué, tout cela va jouer dans ces négociations, hein. Et Hamas, qui négocie actuellement, eh bien, prend aussi tout cela en compte. Hamas ne peut pas accepter une négociation qui aujourd'hui, eh bien, laisserait un blocus autour de Gaza, empêcherait la population de vivre normalement, et surtout n'accorderait pas l'échange de prisonniers tel qu'il est demandé. Tout cela va encore jouer dans ces négociations qui s'avèrent longues. Mais il y a aussi une autre chose. Ce qui pousse aussi les Occidentaux à lâcher du lest, c'est le fait que si jamais Israël est déclaré coupable de génocide, ou en tout cas de crime de guerre, tous ces gouvernements occidentaux qui l'ont soutenu risquent également des poursuites, hein. Il va y avoir des instances en justice qui vont être faites dans tous ces pays-là contre tous ces gouvernements. Bon, tout cela commence à inquiéter quand même passablement les gouvernements occidentaux, hein. Alors peut-être que cela va peser également sur les négociations. Alors Youssef Bousmah, selon vous, à quoi va ressembler le monde de demain? C'est-à-dire après le 7 octobre, après la résistance palestinienne, à quoi il va ressembler ce monde, même au niveau du domaine législatif, au niveau des droits de l'homme, au niveau des médias occidentaux, au niveau du narratif Le monde, la supercherie occidentale est mise à nu. La supercherie occidentale est mise à nu à ce niveau. Ça a été dit également, hein, ça veut dire qu'aujourd'hui, aussi bien en ce qui concerne l'ONU ne pourra plus ressembler. C'est-à-dire qu'on ne pourra plus nous servir ce discours sur les droits de l'homme, sur la démocratie tel que l'Occident le fait depuis moult années, hein. On ne pourra plus nous le servir. Tout le monde a bien vu de quel côté tous ces régimes occidentaux se retrouvent. Tout le monde a bien vu l'injustice incroyable qui a consisté à soutenir l'agresseur contre l'agressé, hein, le faible contre le tyran. On arrive à la fin, je suis désolé Youssef Bousmah, je vous coupe. Donc voilà, je pense que le monde de demain sera un monde, en tout cas, où nous l'espérons plus sûr
et la résistance palestinienne y aura Merci. largement contribué. Merci M. Bousma, vous étiez avec nous, vous êtes militant et spécialiste d'histoire de la Palestine. Je remercie aussi Aïssa Medeni d'avoir été avec nous pour l'édition spéciale de l'Échiquier international. Je vous retrouverai demain, même heure et même programme. D'ici là, portez-vous bien en vous souhaitant Sahaf.